Bonjour à tous, bienvenue dans les rendez-vous de l'Anacofi. Au programme, l'actualité de l'Anacofi. Et avec moi, David Charlet, bonjour. Bonjour. Et Nebojša Srećković, bonjour. Bonjour. On arrive, alors on est le 29 novembre, on arrive à la fin de l'année, presque. Alors c'est peut-être un peu tôt pour un bilan, mais quand même, cette année, elle se sera passée comment ? Y a deux sujets là-dedans. Le premier, c'est pour l'Anacofi elle-même. Le deuxième, c'est pour nos membres. Pour l'Anacofi, plutôt pas mal en termes d'adhésion. Beaucoup de travail parce qu'on a toujours eu la nécessité de faire des développements nouveaux, dans les embauches nouvelles. Donc on a engagé encore beaucoup de moyens pour finir l'Anacofi. Donc économiquement, je ne sais pas encore, puisque l'année n'est pas finie. Par contre, en termes de nombre d'adhérents, l'année semble tout à fait positive, donc c'est plutôt pas mal, parce qu'on est quand même censé être dans un métier où on doit commencer à arriver à des bornes en termes de nombre d'entreprises, et on a encore gagné pas mal de membres pour ce qu'on peut en voir. Et puis pour nos membres eux-mêmes, on comprend que l'année est difficile. On l'a vu d'ailleurs dans les événements de l'année où nos membres sont réunis, les grands salons, les choses comme ça. C'est pas des années de déprime. Enfin, c'est des années qui sont un peu tendues. C'est dur de faire son chiffre et de faire son métier, tant quand on conseille les clients, ne sachant pas forcément très bien ce qui va se passer, que dans leur prise de décision, qui in fine génère notre chiffre d'affaires. Donc ça, on l'a entendu, mais on n'a pas non plus entendu ce qu'on a entendu certaines années, c'est la panique, ça va pas, ça s'effondre. Bien sûr, ceux qui font de l'immobilier, ceux qui font du crédit, c'est un peu plus délicat, mais sur toutes les prestations de conseil, ça va, l'assurance, ça va, voilà. Donc, voilà, ça fait une espèce d'ambiance qui est, on est entre deux temps. Voilà, ce que sera le temps d'après, c'est un peu la question. Et pour nous, Anacofi, ça va pas mal, si ce n'est que encore beaucoup plus d'énergie engagée qu'on ne l'avait pensé. Ça fait déjà 2-3 ans d'affilée, mais on a fait le job. Alors on arrive là à un des temps très forts, hein, le grand débat. Quelle thématique cette année ? Alors, le grand débat, on a voulu faire une table sur nouveau gouvernement, décisions, commentaires des décisions du nouveau gouvernement en matière d'entreprise et de patrimoine. Et évidemment, que s'est-il passé ? Rien. Bon, donc la première table, le premier panel du grand débat, du coup, va tourner autour d'entreprise et patrimoine, avec un économiste, avec un représentant des banques, avec deux de nos représentants porteurs de certaines de nos réflexions, avec un parlementaire qui lui aussi a travaillé plutôt côté sur l'immobilier. Mais on va plutôt faire un point d'étape que ce qu'on imaginait comme première table. La deuxième, par contre, elle est, parce que là, il se passe quand même pas mal de choses, ce sera un panel autour de la réglementation, la régulation et comment elle évolue, aussi bien la réglementation que la régulation, parce que les deux sujets sont importants, et qu'un régulateur ne régule plus aujourd'hui comme il régulait il y a 10 ans, et probablement pas dans les années à venir comme il régule aujourd'hui. C'est intéressant d'avoir ce débat. Et au milieu, on devait avoir un ministre. Les deux ministres que nous avons invités sont tous les deux, et quand on connaît l'actualité, très occupés. Donc les deux ont fini par décliner. Donc on a décidé de faire autre chose, c'est qu'on a primé, nous, dans l'année, une entreprise dans le cadre d'un prix qui s'appelle le prix Étienne Marcel. Mais j'ai trouvé qu'elle n'avait pas eu tellement de temps d'expliquer pourquoi, ce qu'elle faisait autre. C'est tout simplement, c'est le Cirque Grus, qui a plein d'activités en dehors. D'abord, c'est une entreprise, et il ne faut pas l'oublier, elle a ses spécificités. Et dans le cadre du moment où on lui a remis son prix, elle a eu 2 minutes pour s'exprimer, donc là, on va lui donner un peu plus de temps. Mais surtout, ils ont des actions sociétales et... on dit aujourd'hui développement durable, on dit aujourd'hui sustainable, on dit... Ok, eh ben, ils ont vraiment des actions dans ce domaine-là, et on va leur donner un temps de parole pour expliquer ce qu'ils font, ce qui une espèce de pause entre deux tables qui menace d'être particulièrement sérieuse. Voilà sachant que leur présentation le sera également, hein, mais voilà, on va mettre un petit peu d'air là-dedans. Et je pense que ça pourrait avoir de la gueule. D'ailleurs, on le voit au nombre d'inscrits. Hein. On n'a pas fait de rappel, on est déjà quasiment plein pour ce grand débat, et pour la première fois depuis très longtemps, sans avoir encore eu besoin de faire la moindre relance. Non, ça va être un bon moment, je pense. Vous le disiez, hein, compliqué de prendre des décisions aujourd'hui dans le contexte politique actuel. Pour autant, est-ce que vous êtes consulté sur des projets ? Parce qu'en même temps, on parle beaucoup, on imagine beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes consulté à l'Anacofi ? Alors, l'Anacofi est toujours consulté, parce qu'il faut bien se rendre compte que l'Anacofi, aujourd'hui, c'est la principale organisation française des métiers du conseil en banque, finance, assurance. Oui, d'accord, mais patrimoine,
et entreprises. Et on a cette particularité, on n'est que 2 associations comme ça en France à avoir ce type de corps de métier, le métier du conseil en finance et développement d'entreprise. Il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas que les CGP chez nous. Et les courtiers, il y a ces 3 corps d'activité. Plus d'ailleurs l'immobilier, mais là encore d'entreprise ou de patrimoine. Donc forcément, on est toujours consulté. Ce qui est assez particulier, c'est que normalement, quand il y a un nouveau gouvernement, on est massivement consulté. Et là, on a bien vu qu'on avait un gouvernement qui a dû essayer de prendre des décisions rapidement. Il a dû faire des choses très vite. Et d'ailleurs, on ne sait pas si il aura le temps d'en faire quoi que ce soit. Mais du coup, on a été moins consulté comme on l'est d'habitude, mais plus par bloc. On a reçu quelques blocs. Il fallait répondre à ça. Ça a été plus simple qu'à l'arrivée de quelque autre gouvernement que ce soit. Ça n'a pas été sur tout. Mais oui, bien sûr, on a été consulté. Et je note que les dernières choses qui nous sont arrivées sont essentiellement sur des transpositions de textes européens. Le débat, si ce n'est pas le texte européen lui-même, c'est peut-être déjà un texte qui avait été transposé, mais on a des questions autour de ça. Et c'est pas spécifiquement, enfin c'est moins spécifiquement autour de projets franco-français. Logique, le gouvernement d'aujourd'hui ne peut pas se permettre d'en avoir autant qu'un autre gouvernement qui serait arrivé avec une majorité. Voilà, c'est très clair. Hein. Et donc oui, on a pas mal de consultations, mais un peu moins qu'à l'arrivée des autres gouvernements plus classiques, va-t-on dire. Nebochat, la dissolution en juin dernier, les JO qui font un petit temps un peu où on sort de tout ça, et puis depuis septembre, un attentisme. On dit que depuis septembre, du coup, les Français épargnent beaucoup. On a vu les chiffres de collecte record sur l'assurance vie en octobre. Est-ce que vous confirmez et sur quoi ils épargnent? Sur quel support? Effectivement, avec la performance des fonds euros et la réduction de la rémunération sur le livret A, les gens délaissent le livret A pour revenir sur l'épargne assurance vie, qui est l'épargne préférée des Français. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'épargnes encore qui sont draguées, on va dire, sur le fonds euro avec les bonus qui sont encore proposés par les compagnies d'assurance. Donc, il y a encore un marché qui est stable sur ces actifs-là. Sur la partie de la dette, les émissions d'obligations, le travail a été fait et très bien fait par toutes les sociétés de gestion partenaires de nos adhérents. Ce qui a permis de collecter et de sécuriser une partie des actifs pour financer les entreprises en France. Et on voit un regain sur les actions qui reviennent progressivement. Alors, est-ce un effet Trump ou pas? L'avenir nous le dira. Certains économistes l'anticipent. Une remontée du coup des taux US et forcément des taux aussi européens, mais il n'y aura pas que des gagnants du coup, selon le mouvement. De toute façon, Trump, ça a des chances d'être disruptif dans certains domaines, donc il se passera forcément des choses. Oui. D'ailleurs, Trump et les réactions que les gens auront face à lui. Parce que quand on dit Trump, c'est oublier qu'on est dans un système internationalisé et qu'une action de Trump en entraînera une d'autres acteurs de l'économie mondiale. Et in fine, tout ça se retrouvant quelque part à l'intérieur du portefeuille ou de la valeur des actifs de nos clients, et de nous d'ailleurs, et de nos entreprises. Hein, donc, pas de sujet. Mais c'est clair que ça aura des effets. Oui. Parce que tout le monde parle des cryptos, tout le monde parle... Bon, on verra bien. Ce qu'il faut rester aussi positif quand on regarde les statistiques des sociétés de gestion et des actifs, où sont nos actifs, hein. Sur les 4 650 milliards, il y en a 3 600 milliards qui sont sur la dette des entreprises, dont 70 à 80% en Europe. Donc la France et les sociétés de gestion françaises et l'épargne des Français continuent à soutenir l'économie, et heureusement. Alors on dit les Français épargnent davantage, un peu... par prudence, est-ce que pour autant ils reviennent sur l'immobilier? C'est le grand débat. Sur l'immobilier, effectivement, avec les corrections qui ont été amenées, l'achat de la résidence principale pour les enfants de nos clients, parce que du coup, nous, on est dans le patrimoine, reprend force et vigueur, on va dire ça comme ça. Donc, nos clients font beaucoup de donations pour aider leurs enfants à acquérir leur première résidence principale, mais c'est surtout lié à la difficulté d'obtention du crédit. Donc, il y a un phénomène qui est inverse à la tendance actuelle. Voilà. Sur la partie IMO de rapport, là-dessus, l'Anacofi IMO a beaucoup plus d'expertise que moi pour pouvoir répondre à ce domaine-là.
Oui, alors à l'ANACOFIMO, ils ne sont pas avec nous dans cette commission, mais ils ont mené beaucoup de travaux. Non, mais vraiment, pour le coup, l'ANACOFIMO fait un gros travail d'analyse de ce qui se passe, sort régulièrement des statistiques analysées, sort régulièrement d'ailleurs des propositions d'évolution des textes, même s'il n'y a pas de consultation, parce que je rappelle qu'on sort tous les ans, mais pour l'ensemble de l'ANACOFI, des positions. Donc on est en train de préparer d'ailleurs celles qui seront les positions 2024-2025, parce qu'on les sort légèrement en décalé. Sur l'immobilier, ce qui est assez clair, c'est que quelle que soit la situation de marché, les gens en France essayent de se loger. Il ne faut pas oublier que 60% du patrimoine des ménages, c'est de l'immobilier, mais c'est moins de 20% des Français qui ont un deuxième bien immobilier. Ça dit assez bien ce que c'est que cet immobilier. Quand on n'est pas très loin de 60% du patrimoine, mais aussi de pas très loin de 60% des Français qui ont un bien, alors qui sont pas forcément, qui n'ont pas encore fini de rembourser, mais qui sont en cours d'acquisition, et qu'on sait qu'il n'y en a que 20% qui ont un deuxième bien, on voit bien que c'est la résidence principale. Comme le dit Nebochat, mais du coup, on va aussi aider ses enfants. Si on ne peut pas réussir à l'acheter eux-mêmes. Donc, l'immobilier restera quelque chose que les gens voudront avoir. Si je ne parle pas des très riches, quand on regarde les statistiques, les très riches ont moins d'immobilier en proportion. Donc, il peut y avoir des phénomènes totalement différents d'arbitrage de classes d'actifs. Voilà. Mais pour toute une partie de la population, l'immobilier restera un besoin. Voilà. Donc, il se passera ce qui se passera avec ça. Le problème que l'on a derrière, c'est d'avoir des biens qui sont aux normes, c'est d'avoir des biens tout simplement construits. Il faut déjà en construire. Enfin, c'est tout ce genre de sujet. Et là, on n'a pas vraiment de solution actuellement, puisqu'on voit bien que la construction, elle s'est arrêtée. L'ancien, ça cale. Les DPE, il y a des problèmes. Enfin, voilà. Donc ça, on peut pas se le cacher. Reste que les gens ont envie de se loger. Et ils ont envie, dès qu'ils en ont un peu les moyens, d'avoir au moins leur résidence principale. Donc ça crée une demande. Maintenant, les banquiers disent aussi que pour la première fois depuis longtemps, on est en sous-demande de crédit chez eux. C'est aussi vrai. De toute façon, on l'a dit de façon très simple. L'univers de l'immobilier, il est en crise et maintenant, elle est protéiforme. Elle est véritablement protéiforme. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. On a eu des crises de l'immobilier. On a des crises de l'immobilier dans plein de pays. Je vous rappelle que cette année, on a fait une grande étude comparée France-Canada, France-Québec, en l'occurrence essentiellement. Ils ont une crise de l'immobilier, c'est clair. Nous, on en a une. La différence, la leur, n'est pas protéiforme. Elle est claire, on identifie où est le problème, où sont les quelques problèmes. La nôtre, elle est protéiforme. Et donc, elle va être compliquée à régler si on ne se retrousse pas les manches. Mais ça ne change rien, en fait, que les gens veulent de l'immobilier. Je reviens à l'ANACOFI. La campagne de réadhésion va démarrer. Comment elle se profile elle est lancée. Alors, elle va démarrer. Non, elle a démarré, mais on ne peut pas dire qu'elle soit totalement lancée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, nos membres doivent s'inscrire sur un registre national qui s'appelle l'ORIAS. Pour la plus grande partie d'entre eux, ceux qui sont au FUSAC et autres en sont exonérés, mais pour la plus grande partie d'entre eux. Or, l'ORIAS n'a lui-même pas commencé sa campagne. Pour finir une adhésion à l'ANACOFI, il faut avoir validé ORIAS. Donc on ne peut pas dire qu'elle est totalement lancée, mais elle est quand même lancée. C'est-à-dire que ceux qui veulent adhérer dès maintenant peuvent commencer leur chemin. Et d'ailleurs, vraiment, on voulait au départ que la responsable des adhésions soit avec nous. Elle n'a pas pu, mais vraiment le message qu'on voudrait faire passer, c'est que nos membres qui nous regardent et qui nous écoutent, eh bien, ils commencent parce qu'en fait, leur dossier sera prévalidé sous réserve de deux petites choses à fournir dedans. Cette fameuse inscription au registre ORIAS, il faut que l'ORIAS la donne, donc on est obligé de l'attendre. Mais attention, nos ordinateurs se parlent entre l'ORIAS et nous, donc ça peut être relativement fluide. Et puis, leur RC professionnel, puisque nous sommes des professions réglementées avec RC Pro, et ça, ils vont pas forcément les avoir tout de suite. Par contre, en faisant leurs adhésions aujourd'hui, tout le dossier va être checké et du coup, on gagne du temps. On gagne énormément de temps à pouvoir traiter plus fluidement toutes les adhésions. Donc vraiment, tous ceux qui le peuvent, il faut faire leur dossier maintenant, quitte à ce qu'il reste 2 pièces à fournir à un moment. Elles arriveront quand elles arriveront. Mais oui, on a donné le top départ là-dessus tout récemment. Et allez-y. On a bien sûr, on a encore et encore plus digitalisé. J'ai l'impression que tous les ans on dit ça, mais c'est vrai. Donc normalement, maintenant, tout doit se faire de façon fluide, de façon digitale. Évidemment, qui dit digital dit parfois des bugs, bien sûr, mais là aussi, puisqu'on a fait l'effort de commencer la campagne tôt, c'est aussi pour pouvoir les traiter. Et on a renforcé l'équipe pour pouvoir les accompagner au mieux, que ce soit sur ces bugs ou simplement parce qu'ils ont des questions. À l'ANACOFI, il y a 3 grandes commissions qui viennent de changer de président. Alors, quels sont les nouveaux heureux élus ?
Alors, Nebochin, toi, tu Nebochin. as déjà une où tu as transmis... Oui, on a transmis, me concernant sur la partie commission tech, on a transmis à Enzo Allo, qui lui aujourd'hui va s'occuper, va être en charge de cette commission. Entre autres, la partie évolution sur la partie technique et de la technologie, et surtout sur l'observateur digital. Ouais, qui est chez nous un truc qu'on avait inventé il y a très longtemps, mais qui s'est avéré très utile. Je rappelle qu'on avait identifié au départ 12 offreurs d'outils et services tech pour nos membres. On est maintenant à plus de 130. Je crois que quand tu as passé la main, je crois qu'on devait en être à 130. Donc le suivi de cet outil-là est assez important. Les deux autres commissions, commission métier des conseillers en finance et développement d'entreprise, puisque chez nous, on a cette partie-là qui a une commission de pilotage de cette section métier. Et donc là, c'est Florent Guy qui prend la suite, qui a pris la suite de Jean-Louis Piccolo, que vous avez vu plusieurs fois dans cette émission. Donc il va reconstituer ou pas l'équipe. Je crois que de ce que j'ai compris, il va surtout garder l'équipe de pilotage de cette section, mais peut-être la renforcer un peu. Puis il va reprendre la main des divers travaux qu'elle produit, parce qu'elle produit beaucoup de choses, cette section métier. Et puis, on a aussi une refonte de la commission ESG, parce qu'elle était constituée depuis longtemps. Le ESG évolue beaucoup, mais elle était constituée depuis longtemps. Il fallait changer un certain nombre de personnes qui avaient dedans, tout simplement parce que certains, d'ailleurs, s'étaient arrêtés. Tellement elle était ancienne. On s'y était mis dès le début de l'ESG. Et là, pour le coup, vous allez avoir un nouveau président, Benjamin, qui va reprendre la suite, qui va commencer à prendre ça en main, j'imagine, dans les semaines à venir, oui, par rapport à cette émission, oui, ce dont on parle, c'est dans les semaines à venir. Et là, pour le coup, par contre, l'équipe de la commission sera assez fortement remaniée. Encore une fois, parce que certains se sont arrêtés, il y en a même qui sont partis à la retraite. Donc là, il y a une nécessité. Et puis surtout, parce que l'ESG, tel qu'on la discute aujourd'hui, n'est plus tout à fait l'ESG du départ. Donc ça va être, c'est assez logique. Voilà pour ces trois grandes commissions de l'ANACOFI qui changent de patron. Donc dans quelques jours maintenant, quasiment, le grand débat. Après, l'année est finie, vous avez fini de transpirer, ou il reste des choses à faire avant les fêtes de fin d'année? Non, on a encore un peu de boulot. Je pense que toi, côté ANACOFI SIF, tu as encore un peu de boulot. Et sur le reste de l'ANACOFI, non, on a encore un certain nombre de choses à terminer. Disons que les grands chantiers sont faits, tous les documents qu'on devait produire sont faits, a priori les consultations sont faites. Mais côté SIF, tu as réglé pas mal de trucs, je pense. On a déjà réglé beaucoup de choses sur la partie SIF. Sur la partie tech, pour rebondir sur la commission avec la présidence de Enzo, il y a toute la partie qui se pose sur la gestion des actifs numériques, qui est le grand débat. Donc c'est présent depuis des années dans le marché, très peu méconnu et très stigmatisé. Et aujourd'hui, la question, c'était justement comment demain, on puisse échanger, on travaille avec l'autorité des marchés financiers pour cette question des actifs numériques, surtout avec MiCA qui est sorti, la réforme MiCA qui est sortie là sur les PSAN qui deviennent PSCA. Et du coup, il va falloir pour les conseillers en gestion de patrimoine et les conseillers en investissement financier de s'adapter sur ces nouvelles classes d'actifs, de se former, entre autres. Et de l'autre côté, de savoir quelles sont les règles de distribution possibles. Et là-dessus, on travaille de concert avec d'autres associations du métier de l'actif numérique pour trouver des solutions fiables. Oui, très clairement. Mais voilà un des chantiers à essayer de finir d'ici la fin de l'année. Si on n'y arrive pas, ce sera en janvier. Mais on essaye de bosser pour finir d'ici la fin de janvier. Il n'ébaucha, mais c'est pas... Faisons scoop, c'est notre émission. C'est essayer de produire un cadre entre les professionnels du digital, type crypto, et puis les professionnels de la finance, de l'assurance plus classique, de réussir à produire d'ici à la fin de l'année ou au plus tard en janvier, un cadre, une analyse du cadre et des formats de collaboration qui aient été analysés et qui permettent à chacun de pouvoir se positionner, de créer des liens ensemble sans risquer d'être hors la loi, etc., etc. On avait déjà fait ça dans la finance participative, ça avait pas mal aidé l'écosystème. On essaye de le faire aussi avec le crypto, pas seulement donc de mener des études sur la crypto et de négocier avec l'AMF, où on a essayé de négocier l'utilisation, la dérogation de l'article 1060, où l'AMF nous a dit eh bien, non. Voilà. Soyons clairs. Ou pas comme ça, les choses sont dites. Mais voilà. Et on a, vous voyez, on a encore quelques chantiers comme ça. On aurait voulu terminer, mais il est quand même bien avancé, une réflexion autour de
tout ce qui était les services à la personne. Alors on a déjà eu des réponses, mais on aurait aimé aller un cran plus loin avant la fin de l'année. Mais fin décembre, ça arrive maintenant un peu trop vite. On a préparé d'ailleurs tout simplement l'année prochaine. Mais vous voyez, l'année n'est tellement pas finie qu'on a les 25 ans de notre fédération européenne la semaine prochaine. Donc comme on est aussi impliqué dans l'organisation de ça. Voilà, non, une année, ça se finit pas avant le 31. Hein. Alors on va dire qu'à partir du 17 ou du 20, ça commence à se calmer. Mais jusque-là, oui, non, il nous reste encore des choses à faire. Ceci dit, le plus gros et ce qui était absolument vital à faire cette année est fait. Maintenant, on est dans le pipe de fin d'année, de la gestion des dernières adhésions. Si, il y a un énorme truc, mais ce n'est pas nous, c'est nos membres, c'est la formation. Il ne leur reste plus que quelques semaines pour remplir la totalité de leurs heures de formation. Et là, je croise quand même un certain nombre de confrères, mais ce que j'entends m'affole, c'est que quand j'en croise, j'ai l'impression qu'il y en a un sur deux qui me dit « je vais faire mes formations là », alors qu'on est pour certains d'entre eux, c'est 40 heures par an qu'ils doivent faire. Donc là, commencer à caser 40 heures quand depuis le début de l'année, ils disent « bah non, mais il faut que je produise, j'ai pas le temps de faire mes formations ». Là, on va compter en semaines, il va falloir qu'ils continuent à bosser, parce que leurs clients sont comme tout le monde, ils veulent finir avant le 31 décembre les affaires qu'eux avaient envie d'être faites par leurs conseillers, ou avec leurs conseillers. Et puis eux, ils disent bah, « j'ai pas réussi à caser 10, 15, 30, 40 heures dans les centaines de jours passés, mais je vais le faire dans les 10 qui restent ». Voilà, et là, il y a un vrai sujet. C'est pas nous, ce sont nos membres. Ouais. Nous, il faut par contre qu'on puisse encaisser la charge, parce qu'ils demandent de l'appui service. Sur la partie ANAC-Officif, nous, on a décidé d'ouvrir du coup automatiquement des codes. Comme ça, chacun de nos adhérents peut dès à présent se connecter sur son espace formation et valider ses 7 heures CIF. Donc c'est vraiment le point important. Le 31-12 arrive vite et ça m'évitera de les retrouver en commission de discipline pour non-réalisation des formations. Qu'ils ont pas suivi la formation, donc qui ne perdent pas de temps. Ça vient vite le 31-12. C'est clair. Merci messieurs, et puis à vous tous, si vous bien compris, bonne formation, belle fin d'année, et puis rendez-vous dans une prochaine émission.